Cela t'est arrivé? Quelqu'un laisse tes messages en vue, s'éloigne sans explication, et toi, tu restes à analyser chaque petit point bleu, comme si c'était un examen final. Tranquille, tu n'es pas dramatique. Tu es juste fatigué de mendier des miettes d'attention. Ici, tu ne vas pas apprendre à supplier, mais tout le contraire. Tu vas apprendre à réagir comme le ferait la philosophie stoïcienne. Au lieu de demander qu'ai-je fait de mal, tu commenceras à te demander que fais-je encore ici. Reste jusqu'à la fin car je vais te donner 2 choix stoïciens très concrets pour que la prochaine fois qu'on t'ignore ou qu'on s'éloigne de toi, tu ne te brises pas de l'intérieur. Tu changes ta réaction, tu récupères ta valeur et tu fais en sorte que la distance cesse de faire mal et commence à te libérer. La dernière, je t'assure qu'elle va te laisser sans voix. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Chapitre 1. Quand le silence dit plus que les mots, il y a des silences qui font plus mal que n'importe quel cri. Il n'est pas nécessaire qu'on te dise « je m'en fiche » quand ils ont disparu pendant des jours. Ils répondent par monosyllabes ou agissent comme si tu étais un meuble de plus dans la pièce. Et toi, pendant ce temps, tu interprètes chaque silence comme si c'était un examen final. J'aurais fait quelque chose. Je suis sûr qu'il s'est lassé de moi. C'est ma faute d'être trop quoi que ce soit. Aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'inconfortable, mais libérateur. Quand quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, ce n'est pas le moment de poursuivre, mais d'observer et de réagir d'une autre manière, sans drame, mais avec dignité. Pense à la distance comme à la température d'une pièce. Tu ne la vois pas, mais tu la sens. Avant, tu t'es forcé d'inventer des histoires pour justifier le froid. Il est occupé, il n'a pas vu le message, il aura une mauvaise journée depuis des semaines. Maintenant, tu peux commencer à faire quelque chose de différent. Lire la distance sans romans mentaux. Si quelqu'un met une éternité à répondre, disparaît quand tu lui parles de quelque chose d'important, ou n'apparaît que quand ça l'intéresse, tu n'as pas besoin d'être détective. Tu as besoin d'honnêteté avec toi-même. Le silence aussi est une réponse et assez claire. De plus, tout ne tourne pas autour de toi. Je sais, ton ego se croit le protagoniste du film, autant pour le bon que pour le mauvais. Mais la réalité est que souvent le problème n'est pas toi. Il y a des personnes qui ne savent pas être présentes, qui ont peur de la proximité, qui vont dans la vie en collectionnant des attentions sans presque rien donner en retour. Et toi, tu n'as pas à te convertir en leur thérapeute gratuit, ni en leur bouée de sauvetage émotionnel permanente. La philosophie stoïcienne te dirait quelque chose de très simple. Occupe-toi de ce qui dépend de toi. Son comportement n'est pas sur cette liste. Quand quelqu'un veut être là, il est là. Il ne demande pas la permission au calendrier. Il n'a pas besoin de manuel. Il ne donne pas d'excuses absurdes du style « c'est que je suis très mauvais pour écrire alors qu'il passe des heures connecté sur les réseaux ». Celui qui veut te voir s'organise. Celui qui veut te parler trouve un moment. Celui qui te valorise le démontre. Pas avec des discours éternels, mais avec sa présence. Il te convient de graver ceci. Devoir supplier l'attention. Ce n'est pas de l'affection. C'est de la mendicité émotionnelle. Et toi, tu n'es pas là pour ça. Alors quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, au lieu de courir derrière, essaye autre chose. Arrête-toi. Arrête d'écrire le 3e paragraphe d'affilée quand ils n'ont même pas répondu au premier. Arrête de vérifier s'ils ont vu tes stories. Arrête d'envoyer des indirects sur les réseaux pour qu'ils le remarquent. Tu n'es pas en solde. Le silence de l'autre personne est son choix. Ta réaction est le tien. Et là, oui, tu as du pouvoir. La vie est une salle pleine de portes. Chaque fois que quelqu'un t'ignore et que tu restes piégé face à cette porte fermée, de dos, il y en a plusieurs entr'ouvertes que tu ne vois même pas. Des gens qui t'écoutent vraiment, des projets que tu as laissés de côté, du temps pour toi que tu as offert sans mesure. Continuer à frapper là où on ne t'ouvre pas, c'est comme insister pour allumer une ampoule grillée. Elle ne va pas se réparer parce que tu as plus de patience. Tu vas juste gaspiller plus d'énergie. Quand quelqu'un s'éloigne, au lieu de te demander qu'ai-je fait de mal, change-le par que me montre ceci. Peut être qu'il t'enseigne que tu donnes trop tôt, que tu supportes des miettes, que tu confonds intensité avec intérêt réel, ou peut être simplement qu'il te montre son incapacité à soutenir un lien sain. Dans les deux cas, l'apprentissage est pour toi, pas contre toi. Il est aussi important que tu écoutes ce que son comportement crie. Au-delà des belles paroles qu'il peut dire de temps en temps, si quelqu'un te promet beaucoup mais disparaît quand tu as besoin de lui, sa cohérence te donne déjà la réponse. S'il n'apparaît que quand il s'ennuie, mais jamais quand c'est toi qui vas mal, le message est simple.
Tu n'es pas priorité, tu es option. Et toi, tu mérites beaucoup plus que ça, même si parfois tu l'oublies. Ta tâche n'est pas de convaincre quelqu'un de rester. Ta tâche est de te traiter avec tant de respect que celui qui joue à apparaître et disparaître se trouve par surprise avec une porte fermée. Cela aussi est une réaction. Tu ne cries pas, tu n'insultes pas, tu ne montes pas de scène. Tu décides simplement que tu ne vas pas investir ta paix là où tu ne reçois que du bruit ou du vide. Et oui, au début ça fait mal, mais ça fait beaucoup plus mal de continuer dans des endroits où on ne te choisit pas. Au final, le silence d'autrui peut devenir un filtre efficace. Il te montre qui est là par habitude, qui est là par intérêt et qui est là vraiment. Que quelqu'un s'éloigne ne signifie pas que tu ne vois rien. Cela signifie que peut-être tu vois enfin la réalité sans la maquiller. Et de là, tu peux commencer à te choisir toi qui est la relation la plus importante que tu auras dans toute ta vie. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds pas celui qui t'aime. Tu perds l'illusion de quelqu'un qui n'a jamais été totalement avec toi. Chapitre 2. De l'erreur de poursuivre celui qui s'éloigne. Il y a une scène qui se répète trop dans ta vie. Quelqu'un commence à se refroidir, tu le remarques. Ça te fait mal et au lieu d'observer, tu sors en courant derrière. Message long, appel, excuses, explications que personne ne t'a demandé comme si tu pouvais sauver une relation à force d'insistance. Et pourtant, plus tu cours, plus il s'éloigne. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma et il faut le démonter pour ta paix mentale. Poursuivre celui qui s'éloigne, c'est comme arroser une plante en plastique. Tu te donnes du mal, mais elle ne va pas fleurir peu importe combien d'eau tu lui donnes. Quand quelqu'un commence à prendre de la distance et que tu réponds en serrant plus, l'usure est automatique. Tu tournes toute ton énergie vers cette personne. Tu penses à quoi dire, comment le dire, quand écrire, quoi faire pour arranger ça. Résultat, tu finis épuisé, anxieux, et avec la sensation que c'est toujours toi qui soutiens tout. Pendant que toi tu te consumes, en essayant que rien ne se brise, l'autre personne gagne du pouvoir sans bouger le petit doigt. Parce que oui, la distance devient aussi une forme de contrôle. Plus il te voit insister, plus il se confirme qu'il t'a là disponible en train d'attendre. Et quand quelqu'un sait que tu continues quoi qu'il arrive, pourquoi va-t-il se donner du mal? C'est comme un jeu où l'un marque les règles et l'autre s'adapte, même quand on lui manque de respect. Remarque quelque chose. Quand tu commences à donner plus que ton dû, la balance s'incline. Toi, tu investis du temps, de l'attention, une compréhension infinie et en retour, tu reçois des miettes, des réponses tardives, des silences inconfortables ou un « on parlera plus tard » qui n'arrive jamais. C'est comme si chaque geste de ta part perdait de la valeur parce que tu le livres sans limite. Ce qui est abondant est pris pour acquis. Et te voilà toi en train de répéter le même scénario. Si je donne plus, peut être qu'alors. Plus tu te débordes, moins on te valorise. La philosophie stoïcienne te lancerait une question très directe. Pourquoi remettre ta tranquillité à quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut? Les stoïciens parlèrent de se concentrer sur ce qui dépend de soi-même, et poursuivre celui qui part n'entre pas dans cette catégorie. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te choisit, mais tu peux décider de ne pas t'humilier pour maintenir son attention. C'est le véritable point d'inflexion. Arrêter de se battre pour une place où clairement on ne te réserve pas de siège. Pense à une corde, une extrémité, tu la tiens toi, l'autre la tient l'autre personne. Si tu tires et tires pendant que l'autre lâche, tu finis toi par terre. C'est ça insister là où il n'y a pas de réciprocité. La solution n'est pas de tirer plus fort, c'est de lâcher. Relâcher la corde, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter de participer à un jeu qui t'épuise seulement. Quand tu arrêtes de pousser, tu découvres quelque chose de très simple. S'il a de l'intérêt, il s'approchera. Sinon, le vide qu'il laisse est une bénédiction déguisée. Accepter que celui qui te valorise ne t'oblige pas à supplier est un changement de mentalité brutal. Les personnes qui t'apprécient vraiment ne te font pas sentir que tu es en train de concourir pour leur attention. Tu n'as pas à démontrer tout le temps que tu mérites de rester. Au contraire, ils te font de la place, ils t'écoutent, répondent, montrent un intérêt réel, pas parfait mais constant. Et quand tu goûtes à ce type de lien, tu te rends compte à quel point tu avais vendu ton temps à bas prix avant. Que peux-tu faire alors quand quelqu'un s'éloigne? Premièrement, freine l'impulsion automatique de poursuivre. Compte jusqu'à 10, jusqu'à 100 si nécessaire, mais ne réagis pas depuis l'anxiété. Deuxièmement, observe. Y a-t-il cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait? Troisièmement, redirige ton énergie. Au lieu d'analyser chacun de ces messages,
Investis en toi, dans tes projets, dans les gens qui sont vraiment là. Ce n'est pas une belle phrase pour Instagram, c'est un acte pratique d'hygiène émotionnelle. Chaque fois que tu cours derrière celui qui s'éloigne, tu t'abandonnes toi-même. Chaque fois que tu supplies, tu te places dans un endroit qui ne te correspond pas. Et chaque fois que tu acceptes moins que ce dont tu as besoin, tu renforces l'idée que c'est tout ce que tu mérites. Ne te trompe pas. Aimer quelqu'un n'implique pas de le poursuivre, et encore moins de le supplier. Aimer vraiment commence par ne pas te trahir. Laisser partir celui qui s'en va, ce n'est pas perdre l'amour, c'est récupérer l'amour-propre que tu as livré sans condition. Chapitre 3. L'art de ne pas réagir impulsivement. Tu sais parfaitement comment ça commence. Tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, il te laisse en vue mais des siècles à répondre ou lâche une phrase froide et ton doigt tremble déjà au-dessus du clavier. Dans ta tête, tu as déjà écrit 3 paragraphes, 2 reproches et un « fais ce que tu veux » passif-agressif. Et bien sûr, ensuite, tu regrettes, tu le relis le lendemain et tu penses « était-ce nécessaire de monter tout ça ?» La réponse est généralement non. C'est pourquoi quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, plus que de crier intérieurement, il te convient d'apprendre l'art de ne pas réagir comme un ressort. Réagir impulsivement, c'est comme jeter de l'essence sur une étincelle. Peut être que tu te soulages 2 minutes, mais l'incendie postérieur, c'est toi qui le manges. L'autre personne ferme le chat, va voir une série et continue sa vie. Toi, tu restes à te retourner sur ce que tu as dit, comment ils l'auront interprété, si c'était trop dramatique. Et c'est là que commence l'usure, pas par ce qui s'est passé, mais par comment tu as répondu. La première étape de l'art de ne pas réagir est d'apprendre à ne pas écrire ce message qui va te poursuivre mentalement après. Ce texte long, plein d'explications indirectes et d'émotions brutes, ce n'est pas nécessaire. Tu peux essayer quelque chose de très simple. Quand tu sens l'impulsion de tout décharger, ouvre les notes du portable et écris-le là pour toi. Vide ta tête mais ne l'envoie pas. Laisse refroidir. Si des heures après tu le relis et ça te semble toujours sensé, tu décides. Spoiler, ça ne te semblera presque jamais l'être. Respirer avant de répondre, ce n'est pas une phrase de tasse motivationnelle, c'est de la survie émotionnelle. Quand tu te sens ignoré ou déplacé, tu ne réagis pas depuis le calme. Tu réagis depuis la peur de perdre, de ne pas être suffisant, qu'on te change pour quelqu'un de mieux. Et la peur écrit très mal. Avant de répondre, fais quelque chose d'aussi basique qu'absurde, par la simplicité avec laquelle ça sonne. Pause. 3 respirations profondes. Te lever de la chaise, aller boire de l'eau, regarder par la fenêtre, ce que tu veux, mais romps l'automatisme. La philosophie stoïcienne parlait justement de ça. Entre ce qui arrive et ce que tu fais, il y a un espace. Et dans cet espace, tu as du pouvoir. Les stoïciens n'allèrent pas dans la vie sans ressentir. Ils ne laissaient simplement pas l'impulsion les diriger. Tu pourrais leur copier une mini-règle. Je ne réponds à rien d'important à chaud. Ni quand tu es très en colère, ni quand tu es très triste, ni quand tu es très angoissé par le silence de quelqu'un. Si ton émotion est au maximum, ta clarté est au minimum. Il te serait aussi bien de te rappeler que le calme clarifie ce que le bruit déforme. Imagine un verre d'eau plein de sable remué. Pendant que tu l'agites, tu ne vois rien. C'est toi ça, révisant la conversation toutes les 5 minutes et interprétant chaque emoji, imaginant des scénarios. Si tu laisses le verre tranquille, les sédiments descendent et l'eau devient transparente. La même chose se passe avec toi. Quand tu t'arrêtes, tu commences à distinguer ce qui s'est réellement passé de ce que ton esprit est en train d'inventer pour remplir les silences. Réagir vite n'est pas synonyme de bien réagir. En fait, beaucoup des choses que tu regrettes le plus dans ta vie sont sorties de décisions et messages que tu as envoyés parce que « je devais le dire maintenant ». Non, tu ne devais pas. Ce « maintenant », c'est l'anxiété qui te l'a mis. Tu peux te poser 3 questions avant de répondre. Est-ce que j'écris pour clarifier ou pour punir? Est-ce que je cherche à communiquer ou juste à me soulager? Est-ce que j'enverrais ça pareil si je me sentais tranquille? Si 3 fois de suite la réponse est inconfortable, ce n'est pas encore le moment d'appuyer sur envoyer. Quand quelqu'un s'éloigne ou t'ignore, ton instinct te pousse à réagir pour récupérer le contrôle. Écrire plus, expliquer plus, te justifier plus. Mais curieusement, le véritable contrôle apparaît quand tu choisis de ne pas agir depuis cette impulsion. Ne pas répondre immédiatement, ce n'est pas être froid,
c'est choisir ta paix avant ton besoin d'avoir le dernier mot. Ne pas entrer dans le piège de l'indifférence, c'est du respect pour ton énergie. La solution n'est pas de te convertir en une statue qui ne dit jamais rien, mais en quelqu'un qui choisit quand et comment répondre. Tu peux t'exprimer, poser des limites, parler de ce que tu ressens, mais pas depuis la panique de « si je ne réagis pas, je le perds », mais depuis la certitude de « s'ils me perdent pour ne pas réagir comme un fou, mieux vaut qu'ils partent ». Il y a une différence énorme entre se taire par peur et faire une pause par maturité. Au final, l'art de ne pas réagir impulsivement est une façon de prendre soin de toi. Quand tu n'exploses pas, tu t'écoutes. Quand tu ne cours pas pour répondre, tu te donnes du temps. Quand tu te donnes du temps, tu te traites comme quelqu'un de valeureux, pas comme un bouton que n'importe qui peut presser avec son silence. Qu'on t'ignore ou qu'on s'éloigne, ça peut faire mal, oui, mais ta réaction est celle qui décide si cette douleur se convertit en apprentissage ou en drame inutile. Dominer tes impulsions n'éteint pas ce que tu ressens. Ça évite juste que tu te détruises en essayant de le démontrer. Chapitre 4. Sois toi qui prends aussi de la distance. Tu as passé la moitié de ta vie à attendre que les autres décident pour toi. S'ils restent, s'ils partent, s'ils te parlent, s'ils te font taire. Et quand tu remarques que quelqu'un se refroidit, tu entres en mode « voyons ce que je fais pour ne pas le perdre ». Tu t'ajustes, tu te ratatines, tu te justifies, tu te places sur le banc pendant que l'autre joue le match. Aujourd'hui, je te propose quelque chose d'assez inconfortable pour ton ancien toi. Que ce soit toi qui prennes aussi de la distance, pas comme vengeance, mais comme acte de respect propre. Parce que quand tu te mets toujours au second plan, le message que tu envoies est très clair. Tranquille, moi je m'adapte, toi décide. Et c'est comme ça que ça se passe pour toi. Tu acceptes des plans à la dernière minute. Tu réponds immédiatement, même si tu attends une réponse depuis des heures. Tu justifies des affronts qui, si quelqu'un que tu aimes les faisait, te sembleraient intolérables. C'est comme si tu avais un panneau invisible sur le front qui disait « Disponible 24 heures sur 24, quoi qu'il arrive ». Ensuite, tu te demandes pourquoi on ne te prend pas au sérieux. Prendre de la distance, ce n'est pas faire du théâtre, c'est descendre d'une scène où il n'y a que toi qui fais des efforts. Quand quelqu'un te traite comme si tu étais une option de remplissage, tu n'as pas besoin de monter une scène dramatique. Tu as besoin de faire un pas en arrière. Cela signifie arrêter de t'offrir, arrêter d'insister, arrêter d'organiser ton agenda en fonction de celui qui ne sait même pas s'il a envie de te voir. Il ne s'agit pas de disparaître avec immaturité, mais d'ajuster la proximité au traitement que tu reçois. Te donner la permission de te retirer quand on ne te traite pas bien est quelque chose qu'on ne t'a jamais appris. On t'a dit qu'endurer était de la maturité, que justifier l'autre était de l'empathie, que poser des limites était être égoïste et tu l'as cru. Mais la réalité est autre. Rester là où on ne te respecte pas est aussi une décision, et c'est toi qui la prends. La prochaine fois que tu remarques que c'est toujours toi qui cèdes, demande-toi, si c'était mon meilleur ami qui était dans cette situation, que lui dirais-je? Curieusement, avec les autres, tu es plus courageux qu'avec toi. La philosophie stoïcienne va droit au but avec ça. Tu n'es pas obligé de rester dans des endroits où tu perds la paix. Les stoïciens n'allaient pas en sauvant des relations à n'importe quel prix. Ils choisissaient leur environnement avec soin. Tu peux faire la même chose. Personne ne t'oblige à répondre à la minute à celui qui te parle seulement quand ça lui convient. Personne ne t'oblige à accepter des plans qui te font te sentir mal. Personne ne t'oblige à continuer là où on éteint ton estime de toi peu à peu. Tu continues là par habitude, par peur ou par inertie, pas par destin. Accepter que toi aussi tu peux lâcher prise est un changement de paradigme. Tu es habitué à être toi, celui qui reste accroché jusqu'au dernier fil, même s'il ne reste plus de tissu. Lâcher te donne le vertige. Et si je regrette? Et si après ça change? Regarde. Si ça ne fonctionne que quand c'est toi qui tires, ça ne fonctionne pas. Lâcher ne signifie pas haïr, ni souhaiter du mal à personne. Cela signifie reconnaître qu'il ne te convient pas de continuer à soutenir quelque chose qui te pèse seulement. Et voici la partie que tu as le plus de mal à croire. Ton absence bien utilisée pèse plus que 1000 explications. Tu peux parler, bien sûr que oui. Mais il y a des personnes qui ne comprennent qu'un seul langage, celui des faits. Tu es toujours disponible, tes mots perdent de la force. Si tu continues là, même s'ils t'ont fait défaut 1000 fois, tes discours sur « ça me fait mal » restent du bruit de fond. En revanche, quand tu arrêtes d'être là pour tout, quand tu ne réponds plus instantanément, quand tu priorises tes affaires, l'impact est différent. Non pas parce que tu veux manipuler, mais parce que tu arrêtes de te donner en cadeau. Prendre de la distance,
Ce n'est pas faire l'intéressant, c'est commencer à t'intéresser à toi. C'est arrêter de demander la permission de prendre soin de toi. C'est passer de « voyons s'il me choisit » à « voyons si cet environnement m'apporte quelque chose ». Et oui, au début ça fait peur. L'habitude de poursuivre et d'endurer est confortable. Tu la connais déjà. Le nouveau génère toujours de l'inconfort. Dire non, ne pas répondre immédiatement, ne pas accepter ce qui te fait mal. Mais chaque fois que tu choisis de te retirer là où on ne te valorise pas, ton image de toi fait un petit bond vers le mieux. Quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, tu n'as pas à faire des acrobaties pour récupérer leur attention. Tu peux choisir autre chose, mesurer la tienne, arrêter de te mettre le dernier de la liste, te donner la permission de partir quand le prix de rester est ta tranquillité, lâcher sans discours épique, et vérifier avec le temps que ton silence et ton absence placent chaque pièce à sa place, surtout toi. Il y a des décisions qui ne s'annoncent pas à voix haute. Tu pars simplement de l'endroit où on a arrêté de te traiter comme si tu étais important. Chapitre 5. La dignité comme réponse silencieuse. Il y a un point où tu te lasses, pas d'aimer mais de te traîner, de regarder le portable comme si c'était une roulette russe émotionnelle, d'analyser le en ligne, le en train d'écrire, le vu, le pas vu, et tout ce roman absurde que tu te montes quand quelqu'un décide de t'ignorer. Et là, juste là, c'est tout apparaît quelque chose qu'on ne t'a appris nulle part. La dignité comme réponse silencieuse. Tu ne cries pas, tu ne poursuis pas, tu ne dramatises pas, tu changes simplement de posture. Et ça, même si ça semble peu, ça change tout. Parce que mendier l'attention est un sport que tu connais trop bien. Ce message de trop, au cas où il ne l'aurait pas vu, cet audio éternel expliquant ce que tu as déjà expliqué 3 fois, c'est toi qui demandes si tout va bien quand l'autre personne va parfaitement bien, seulement qu'elle n'a pas envie d'être présente. Au final, ce n'est pas toi qui demandes si tout va bien. C'est ton estime de toi qui supplie qu'on ne la laisse pas encore par terre. Et la réalité, aussi dure que ça sonne, c'est que chaque fois que tu insistes là où on t'a déjà fait comprendre clairement qu'il n'y a pas d'intérêt, tu t'abandonnes toi-même. La dignité, ce n'est pas être hautain, c'est arrêter de passer des castings pour qu'on t'aime. Quand tu décides de ne pas supplier une autre réponse, de ne pas envoyer cette dernière tentative, de ne pas insister là où il n'y a déjà plus rien, ton attitude commence à parler pour toi. Tu n'as pas besoin d'un discours épique, tu as besoin de cohérence. Tu continues à être aimable mais pas disponible à n'importe quel prix. Tu continues à être affectueux mais pas paillasson. Tu continues à être proche mais pas bénévole de sauvetage émotionnel 24 heures. Et oui, même si ça semble incroyable, celui qui t'ignore est généralement plus attentif à toi qu'il ne l'admet. Il observe si tu continues là, si tu réponds pareil, si tu restes malgré tout. Ils adorent la sensation de « je sais qu'il ne va pas partir ». Quand tu changes la dynamique et que tu ne m'en dis plus l'attention, ils le remarquent. Ils ne vont pas t'applaudir, ils ne vont pas t'envoyer un diplôme, mais leur radar s'allume. Soudain, ton silence pèse, ton absence se remarque, ton changement les dérange parce qu'ils mettent en évidence à quel point ils étaient confortables avec toi en supposant que tu ne partirais jamais. C'est ici où la philosophie stoïcienne te vient à merveille. Les stoïciens avaient très clair que la véritable force n'est pas de contrôler l'autre, mais de te gouverner toi. Tu ne peux obliger personne à te traiter bien, mais tu peux décider de ne pas rester là où ils ne le font pas. Tu peux choisir de ne pas répondre immédiatement. Tu peux décider de ne pas t'offrir toujours. Tu peux choisir d'investir ton énergie dans des gens et des projets qui ne te font pas te sentir si petit. La dignité n'est pas de la fierté bon marché. C'est gérer ta valeur avec critères. Imagine-toi comme un lieu, un endroit où on entre avec respect ou où on n'entre pas. Si toi-même tu te traites comme si tu étais un bar ouvert à toute heure pour n'importe qui et dans n'importe quelle condition, n'attends pas que les autres fassent des réservations avec soin. Quand tu commences à te comporter comme un lieu de valeur, les règles changent. Tu n'es pas disponible pour celui qui ne vient que quand il lui reste du temps. Tu ne réponds pas pareil à celui qui apparaît et disparaît comme si de rien n'était. Tu ne te places pas à la dernière place de ta propre liste. Te positionner dans un endroit où c'est toi qui choisis aussi est un avant et un après. Tu arrêtes de te demander constamment « mot raté, il choisit, vais-je continuer à compter ?» Tu commences à te poser d'autres questions. Cela me fait du bien. Suis-je tranquille ici? Est-ce qu'on prend soin de moi comme je prends soin? Et si la réponse est non, au lieu de rester pour voir si ça change, tu prends note. Il n'est pas nécessaire que tu montes un drame. Il suffit d'ajuster ta présence. Moins de disponibilité, moins d'explications, moins de sacrifices unilatéraux. Au final,
Quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, la réaction qui te protège le plus n'est pas l'attaque ni la poursuite, c'est la dignité. C'est ton silence bien placé, ta limite sereine, ta capacité à ne pas te vendre pour 2 miettes d'attention. Ton attitude sans besoin de discours fait comprendre clairement que tu ne vas pas payer ta paix pour soutenir des histoires à moitié. Et ça, même si au début ça dérange, avec le temps ça devient ton meilleur filtre, parce que celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de te voir à genoux pour rester. Et celui qui ne te veut que si tu acceptes n'importe quoi ne mérite pas la place que tu lui donnes. Il y a des silences qui ne sont pas de la froideur. C'est l'amour-propre qui fait clairement comprendre où il ne pense plus rester. Chapitre 6. Comprendre que parfois, ce n'est pas personnel. Quand quelqu'un commence à s'éloigner, ton esprit ne tarde pas même 10 secondes à tirer des conclusions. J'ai fait quelque chose de mal. Je suis sûr que je ne l'intéresse plus. Quelque chose en moi n'est pas suffisant. Tu n'as même pas les données, mais tu as déjà la culpabilité prête. Tu prends le silence comme si c'était un rapport détaillé sur ta valeur. Et non, tout le monde qui prend de la distance ne le fait pas à cause de toi, même si ton ego insiste pour se placer au centre du drame. C'est dur à admettre, mais parfois, tu n'es pas le protagoniste du film. Tu es juste dans une scène. Il y a des gens qui disparaissent parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions, parce qu'ils sont saturés, parce que leur vie est un chaos, ou parce que simplement, ils ne savent pas se relier de façon saine. Et toi, de l'extérieur, tu ne vois que le résultat. Moins de messages, moins d'attention, moins de présence. Tu le convertis en « je ne suis pas suffisant », quand souvent ça signifie « cette personne ne sait même pas quoi faire avec elle-même ». Chacun va dans la vie avec des batailles internes qu'il ne montre pas sur Instagram. Anxiété, peur, insécurité, traumatisme qu'il n'a même pas nommé. Il y a celui qui se bloque et s'isole. Pas parce que tu as fait quelque chose de terrible, mais parce que c'est sa manière maladroite de survivre. Ça ne justifie pas qu'on te traite mal, mais ça t'aide à comprendre que tout n'est pas une attaque directe à ta personne. Tu n'es pas responsable de l'enfance, du sac émotionnel, ni des décisions de personne. La philosophie stoïcienne s'est déjà avancée sur ça il y a des siècles. Les stoïciens répétaient que ce que les autres font en dit plus sur leur caractère que sur le tien. C'est-à-dire si quelqu'un s'éloigne, sa réaction parle de son monde intérieur, pas de ta valeur. Mais toi qui es expert en autoflagellation, tu l'utilises comme arme contre toi. Chaque silence, tu le convertis en une preuve, chaque distance en une sentence. Et ainsi, c'est impossible de vivre avec calme. Ici, entre une compétence que tu as besoin d'entraîner, ne pas tout prendre comme une attaque personnelle. Tu n'es pas le centre de toutes les motivations d'autrui. Tu peux changer la question que tu te poses. Au lieu de « qu'ai-je fait moi ?» essaie avec « que se passe-t-il réellement ici ?» Il se peut qu'il y ait quelque chose à ajuster, bien sûr, ou il se peut que simplement cette personne ne soit pas disponible émotionnellement. Dans les deux cas, te culpabiliser systématiquement ne résout rien. Ça t'épuise seulement. Imagine que tu marches dans la rue et qu'il commence à pleuvoir. Tu ne te mets pas à crier au ciel « Pourquoi contre moi ?» Tu sais que tu n'es pas si important. Tu ouvres un parapluie, tu te mets à l'abri, tu t'adaptes. Avec les personnes, c'est pareil. Beaucoup de tempêtes émotionnelles ne sont pas dirigées vers toi. Tu étais juste là quand elles ont éclaté. Ta tâche n'est pas de croire que tu es la foudre, mais de décider si tu restes sous ce nuage ou si tu bouges. Est-ce que ça signifie tout endurer et justifier tout le monde? Pas du tout. Comprendre que ce n'est pas personnel ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Cela veut dire que tu choisis de répondre depuis la sérénité, pas depuis la blessure. Qu'au lieu de réagir avec « qu'est-ce que je t'ai fait ?» chaque fois que quelqu'un se refroidit, tu es capable de te dire « je ne sais pas ce qui lui arrive, mais je sais ce dont j'ai besoin moi. Si l'autre personne veut et peut t'expliquer, parfait. Sinon, ta paix ne peut pas dépendre de recevoir un rapport détaillé. La réalité est qu'il y a des explications que tu n'auras jamais, des gens qui partiront sans fermeture, des personnes qui changeront sans prévenir, des liens qui s'éteindront sans une grande discussion finale. Tu peux passer des années à exiger des motifs, ou tu peux admettre quelque chose d'inconfortable mais libérateur. Ta tranquillité est plus précieuse qu'une réponse parfaite. Savoir exactement pourquoi quelqu'un est parti ne va pas changer le fait qu'il est parti. Quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, tu peux choisir une autre approche. Ne pas supposer automatiquement que toi tu es le problème. Te rappeler que tout le monde traîne des choses que tu ne vois pas. Décider ce que tu vas faire de ta vie, même si tu n'as pas toutes les explications. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de lâcher le besoin de tout comprendre
et commencer à prendre soin de toi ici et maintenant. Tout ce qui fait mal n'est pas une critique envers toi. Parfois, il te touche juste près le chaos d'un autre. Tu peux continuer à prendre chaque éloignement comme une accusation, ou tu peux commencer à le voir comme un filtre. Celui qui veut sera là, celui qui ne veut pas laissera des vides. Ta tâche n'est pas de te convertir en détective émotionnel, mais en gardien de ta paix. Ça oui, ça va avec toi. Quand tu acceptes que tu n'es pas la cause de tous les éloignements, tu arrêtes de te punir et tu commences enfin à vivre plus léger. Chapitre 7. Construire ta vie sans attendre son retour. Ce qui t'attache le plus, ce n'est pas la personne qui est partie. C'est l'idée qu'un jour, elle reviendra comme avant. Là, tu restes toi en pause comme si ta vie était une série qui se suspend jusqu'à nouvel ordre. Tu ne fais pas de plan, tu ne t'enthousiasmes pour rien, tu ne bouges pas au cas où apparaisse un message, un appel, un signe. Et pendant que tu attends son retour triomphal, ton présent s'échappe. Peut-être qu'il est déjà temps de changer le scénario, construire ta vie sans que son retour soit le centre de l'argument. Quand quelqu'un s'éloigne et que toi tu restes congelé, en réalité, tu le couronnes comme propriétaire de ton temps. Tu suspends des projets, tu freines des décisions, tu restes bloqué pour ne pas que justement le jour où il te touche de vivre quelque chose de beau, il décide de réapparaître. C'est absurde si tu y penses. Tu t'enlèves de la vie au cas où une autre personne se souvienne de te donner un petit peu de la sienne. Comme stratégie, c'est néfaste. Comme punition, c'est parfaite. Mais pour toi, continuer d'avancer ne signifie pas prétendre que ça ne te fait pas mal. Ça signifie ne pas rester piégé dans la douleur. Tu peux reconnaître que cette personne t'a marqué et malgré tout continuer à marcher. Pense à une gare. Il y a des wagons qui arrivent, d'autres qui partent. Imagine que toi tu décides de ne monter dans aucun, au cas où revienne celui d'avant. Le résultat est simple. Tout avance, sauf toi. C'est ça que tu fais quand tu restes à attendre que revienne quelqu'un qui pour le moment a choisi de partir. Autre point clé, arrêtez de placer ton bonheur dans des mains étrangères. Tant que tu continues à croire que tu ne vas être bien que si cette personne revient, tu es vendu. Même les meilleurs stoïciens n'auraient pas supporté cette chaîne. La philosophie stoïcienne insiste sur le fait que ce qui importe vraiment, c'est ce que toi tu fais avec ce qui t'arrive, pas ce que les autres décident de faire avec toi. Traduit. Si ta joie dépend de mouvements externes, prépare-toi à vivre en montagne russe permanente. Il faut faire quelque chose de très inconfortable mais nécessaire. Enlever cette personne du piédestal émotionnel. Ça ne veut pas dire la haïr, la bloquer mentalement, ni aller partout en disant « ça ne m'affecte plus ». Ça veut dire comprendre que ta vie ne peut pas tourner autour de quelqu'un qui n'est même pas présent. Ta valeur ne monte ni descend selon qu'elle revienne ou non. La seule chose qui change avec son retour, c'est sa place dans ton histoire, pas ton essence. Ensuite, il y a le thème des routines. Quand ton quotidien est colonisé par l'attente, ça se remarque. Tu vérifies le portable tout le temps, tu reportes des décisions. Tu laisses des trous au cas où il surviendrait quelque chose avec cette personne. Solution, commencer à remplir ton agenda avec des choses qui ne dépendent de personne. Activités, hobbies, sorties, plans en solitaire, formation, sport, lecture, ce qui te plaît. Pas pour te distraire comme un fou, mais pour rappeler à ton cerveau que ta vie a plus de chapitres que voyons s'il revient. Une stratégie simple est de te demander chaque matin, si aujourd'hui il n'allait jamais revenir, que ferais-je pour que cette journée vaille au moins la peine? Et fais au moins une chose de cette liste. Ça peut être quelque chose de petit. Il n'est pas nécessaire que tu montes une entreprise. L'important est que ton énergie cesse de tourner autour de la même question et commence à se déplacer vers toi. Et voici le plus intéressant. Quand tu arrêtes de les attendre, tu te trouves toi. Tu commences à remarquer ce que tu aimes vraiment, ce qui te tente, que tu ne faisais pas pour t'adapter à cette personne. Peut-être que tu découvres que tu adorais avoir des après-midi tranquilles et que tu les remplissais de drames d'autrui, ou que tu avais des rêves garés parce que ce n'était pas le moment. Quand la chaise que tu gardais à l'autre reste vide, tu peux l'occuper toi. Et surprise, on est bien mieux que ce qu'on pensait. Reviendra-t-il un jour? Peut-être ne reviendra jamais. Ce qui ne peut pas continuer à se passer, c'est que ta vie soit en mode essai gratuit, jusqu'à ce que ce doute se résolve. S'il apparaît, qu'il te trouve en marche, pas congelé au même endroit où il t'a laissé. S'il n'apparaît pas, qu'il ne te trouve pas avec la sensation d'avoir jeté des années par la fenêtre, en attendant une scène qui n'est jamais arrivée. En résumé, quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne,
Ne convertis pas cette distance en prison. Choisis d'avancer, même si ça fait mal. Récupère ton bonheur de ses mains. Crée une routine où toi tu es le protagoniste et non un personnage secondaire qui attend derrière le rideau. Et surtout, permets que la rencontre la plus importante ne soit pas avec celui qui est parti, mais avec toi. Arrêter d'attendre celui qui ne revient pas est la forme la plus honnête de te souhaiter la bienvenue dans la vie que tu as toujours reportée. Chapitre 8. Que faire quand ils reviennent comme si de rien n'était? Il y a un moment particulièrement dangereux dans n'importe quelle histoire avec quelqu'un qui s'éloigne, quand il revient comme si de rien n'était, sans explication, sans excuse, sans reconnaître la tempête qu'il a laissée. Il arrive avec un « comment ça va ?» comme s'il n'avait pas été absent pendant des semaines, et ton cœur qui est très noble mais un peu naïf veut t'ouvrir la porte en grand. Mais toi, tu n'es plus le même, ou tu ne devrais pas l'être. Maintenant, il faut quelque chose de plus difficile qu'oublier. Penser. Parce qu'ouvrir si vite, c'est exactement ce qui te met dans la même boucle encore et encore. Cette joie que tu sens quand il réapparaît est très traître. Elle te trouble, elle t'accélère, elle te fait croire que cette fois oui. Mais si tu t'arrêtes une seconde, tu verras que tu ne peux pas te comporter comme avant. Tu as passé des jours à essayer de comprendre son silence, des nuits à essayer de ne pas lui écrire, des semaines à te poser des questions. Ils ne peuvent pas revenir comme si toi tu n'avais pas vécu tout ça. La porte s'ouvre, oui, mais maintenant elle a une serrure, un cadre et un panneau mental qui dit « accès seulement avec respect ». Quand ils reviennent après t'avoir ignoré, il ne suffit pas de voir ce qu'ils disent. Il faut évaluer ce qu'ils font. Est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils tiennent à toi ou parce que ton attention leur convient? Est-ce un intérêt réel ou pure commodité? Il y a des personnes qui ne reviennent pas vers toi. Ils reviennent au traitement que tu leur donnais. Te manquer ne signifie pas toujours que c'est toi qui leur manques. Parfois, ils ont la nostalgie de se sentir importants, d'avoir quelqu'un de disponible, de récupérer l'attention qu'ils ont perdue. Et toi, tu es là à penser que leur retour est un hommage quand peut être c'est juste une habitude. Pose-toi une question clé. Qu'est-ce qui a changé cette fois? Si rien n'est différent, s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas d'intention, tu regardes la bande-annonce du même film que tu connais déjà. Et admettons-le, la fin n'est généralement pas précisément surprenante. C'est incroyable comme ton cœur veut croire, et comme ta tête sait déjà ce qui se passe après. Ne te punis pas, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un excès d'espoir. La philosophie stoïcienne a une phrase non littérale mais très applicable. Observe d'abord, agis après. Les stoïciens ne réagissaient pas par impulsion. Ils analysaient si ce qu'ils avaient devant eux était solide ou juste un mirage émotionnel. Tu peux leur copier cette stratégie. Avant d'ouvrir en grand, regarde les signes. Y a-t-il cohérence entre ses paroles et ses actes? Parle-t-il clairement ou te lance-t-il des phrases vides? T'inclut-il vraiment ou réapparaît-il seulement quand il manque d'affection? Est-il présent ou passe-t-il juste l'appel pour voir si tu es encore là? Il ne s'agit pas de les mettre à l'épreuve, mais de t'écouter toi. Tu sais quand quelque chose est honnête et quand quelque chose est une répétition déguisée en nouveauté. Et puis arrive la partie essentielle. Décider depuis l'amour-propre, pas depuis le manque. Quand tu décides depuis le vide, tu acceptes n'importe quoi. Quand tu décides depuis le besoin, tu te contentes. Quand tu décides depuis la peur, tu te trahis. Mais quand tu décides depuis l'amour-propre, ton filtre change. Il ne te suffit plus qu'ils reviennent. Tu veux qu'ils apportent quelque chose. Tu n'es plus ému qu'ils appellent. Tu veux qu'ils soutiennent. Leur retour ne t'éblouit plus, leur évolution t'intéresse. S'ils veulent vraiment être là, ça se remarque. Il n'est pas nécessaire de presser, il n'est pas nécessaire de deviner, il n'est pas nécessaire de mendier de la clarté. Les gens qui te valorisent ne jouent pas à cache-cache émotionnel. Ils ne reviennent pas comme si de rien n'était. Ils reviennent avec intention, avec sincérité, avec des actes. Et ça les distingue de ceux qui réapparaissent seulement pour confirmer que tu es encore disponible. Peut-être que cette fois il faut faire quelque chose de différent. Marcher plus lentement, répondre sans hâte, observer avant de livrer. Non pas par fierté, mais par santé. Non pas parce que tu veux faire le difficile, mais parce que tu as appris ce qu'il en coûte de se recomposer. Ton cœur n'est pas un hôtel avec des réservations gratuites. Ceux qui reviennent doivent savoir que tu vas bien, mais tu n'es pas vide. Que tu es ouvert, mais tu n'es pas vulnérable. Que tu es disposé, mais tu n'es pas en train d'attendre.
Quand quelqu'un réapparaît comme si de rien n'était, ta tâche n'est pas de célébrer son retour, mais de te demander si ça te convient de le laisser entrer. Parce que tous ceux qui reviennent ne méritent pas de rester. Et toi qui as déjà survécu à son absence, maintenant tu peux décider avec plus de calme, plus de critères et plus d'honnêteté. S'ils reviennent, qu'ils trouvent quelqu'un de complet, pas quelqu'un de désespéré de récupérer ce qu'il a perdu. Ta vie ne se ferme pas parce qu'un jour ils sont partis, et elle ne se résout pas non plus parce qu'un jour ils sont revenus. Celui qui revient sans changement mérite un accueil différent, pas un cœur aussi ouvert qu'avant. Chapitre 9. La valeur de te faire respecter sans te fâcher. On t'a vendu un mensonge très cher, que pour te faire respecter, tu dois exploser. Que si tu n'élèves pas la voix, on ne te prend pas au sérieux. Que si tu ne montes pas une scène, personne ne se rend compte que quelque chose t'a fait mal. Et ainsi, tu vas en accumulant des silences, jusqu'à ce qu'un jour tu exploses et tu passes pour l'exagéré, le dramatique ou l'intense. Pendant ce temps, les autres continuent à franchir tes limites comme si elles n'existaient pas. Il faut changer de stratégie. Apprendre à te faire respecter sans te fâcher, surtout quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne comme si ton temps ne valait rien. Quand quelqu'un te laisse en vue, te répond quand ça lui chante ou n'apparaît que quand ça lui convient, c'est très facile de réagir depuis la colère, reproches, discours éternels, menaces que tu ne tiens même pas après. Tu décharges de la rage, oui, mais tu n'obtiens pas de respect. Tu confonds bruit avec autorité. En réalité, se respecter commence bien avant le cri. Ça commence dans comment tu te places toi, dans ce que tu permets, dans ce que tu consens pour ne rien compliquer. Te faire respecter sans te fâcher, c'est changer de langage. Au lieu de parler en plainte, tu commences à parler en conséquence. Tu n'as pas besoin d'élever le ton pour que le message soit compris. Tu t'expliques depuis le calme. Cela m'a fait sentir comme ça. Avec ce traitement, je ne me sens pas bien. Cela, je ne vais pas l'accepter. Sans insulte, sans dramatisme, sans théâtre, direct mais tranquille. Ça surprend parce que beaucoup attendent ton explosion habituelle. Et à la place, ils se trouvent face à quelqu'un qui a arrêté de supplier et a commencé à décider. Poser des limites depuis la sérénité est beaucoup plus inconfortable pour l'autre qu'une colère passagère. La colère a une date d'expiration, tu t'énerves, tu décharges, et au bout d'un moment, l'intensité baisse. La sérénité, en revanche, soutient, c'est dire quelque chose et le maintenir. Si tu continues à me traiter ainsi, je m'éloigne. Et t'éloigner vraiment, pas juste le dire. Ne pas couper les mots, couper les accès. Ne pas lancer de menaces, ajuster ta présence. Là, la conversation change complètement. La philosophie stoïcienne te serait très utile à ce point. Les stoïciens n'étaient pas intéressés à contrôler qui que ce soit, mais à se gouverner eux-mêmes. Ils te diraient, tu ne peux obliger personne à te valoriser, mais tu peux arrêter d'être là où ils ne le font pas. Et cette décision n'a pas à être accompagnée de cris. En fait, plus tu es serein, plus il devient évident pour toi qui t'apporte quelque chose et qui ne fait que soustraire. Il est aussi important que tu comprennes quelque chose. Ferme n'est pas égal à agressif. Ferme, c'est clair, cohérent et constant. Agressif, c'est impulsif, blessant et souvent injuste. Tu peux dire « ça ne me semble pas bien » sans manquer de respect. Tu peux marquer de la distance sans mépriser. Tu peux refuser un traitement sans te convertir en bourreau. Le problème, c'est qu'on t'a appris à choisir entre avaler ou exploser, quand en réalité, il y a un chemin intermédiaire beaucoup plus sain. Exprimer et agir sans perdre les papiers. Pense à tes limites comme à la clôture d'une maison. Il n'est pas nécessaire que tu mettes des panneaux de passage interdit en criant. Il suffit que la barrière soit claire et que tu n'ouvres pas à n'importe qui. Si quelqu'un entre sans frapper, tu ne lui passes pas un savon épique. Tu lui indiques simplement la porte et s'il insiste pour s'introduire, tu arrêtes de lui ouvrir. Ton calme ne minimise pas la limite, il la rend plus crédible. Ton traitement quotidien est une classe silencieuse pour les autres. Tu leur apprends comment ils peuvent se relier avec toi. Tu es toujours disponible, même s'ils ne te prennent pas en compte. Ils apprennent qu'ils peuvent apparaître et disparaître quand ils veulent. Si tu tolères des manques de respect parce qu'il était nerveux ou parce qu'il avait une mauvaise journée, ils comprennent que ta dignité est négociable. Si chaque fois qu'ils te font mal, toi tu réponds en étant attentif, en écoutant, en justifiant. Le message est simple. Avec moi, on peut. En revanche, quand tu décides de répondre d'une autre manière, ça se remarque. Quand quelqu'un t'ignore et que toi tu ne cours pas derrière, mais tu relâches ta présence. Quand il s'éloigne sans explication et toi,
Tu ne montes pas un drame, mais tu ajustes la place que tu leur donnes. Quand ils reviennent comme si rien ne s'était passé, et tu n'entres pas dans le jeu, mais tu marques un jusqu'ici. Tu éduques, sans le dire depuis ta conduite. Avec moi, pas comme ça. Au final, la valeur de te faire respecter sans te fâcher a beaucoup à voir avec ceci. Tu arrêtes de démontrer ce que tu veux, et tu commences à vivre comme si tu le savais déjà. Tu n'as pas besoin de convaincre personne de mieux prendre soin de toi. Tu prends soin de toi et celui qui veut être là devra s'adapter à ce niveau. Et s'il ne veut pas, porte ouverte, mais vers l'extérieur. Quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, tu n'as pas toujours besoin d'un discours incendiaire. Ce qui fait vraiment la différence, c'est une réponse tranquille, ferme et cohérente. Tu expliques ce que tu n'acceptes pas, tu poses des limites sans perdre ton calme, et tu permets que ton comportement fasse clairement comprendre comment on entre et comment on sort de ta vie. Cette sérénité n'est pas de la froideur, c'est du respect pour toi. Te faire respecter sans crier, c'est rappeler au monde que ta paix n'est pas à louer. Chapitre 10. Le pouvoir de te concentrer sur toi pendant qu'on t'ignore. Il y a une scène que tu connais trop bien. Quelqu'un commence à répondre moins, met des siècles à répondre ou disparaît directement. Et toi, tu entres en mode enquêteur émotionnel. Tu révises les chats, tu regardes les statues, tu analyses les points de suspension comme s'ils étaient des hiéroglyphes. Pendant ce temps, ta vie réelle est en fond comme un onglet ouvert que tu ne regardes pas. Et voici le tournant que tu n'utilises généralement pas. S'ils vont t'ignorer, au moins qu'ils te trouvent occupé, mais occupé en toi. Quand tu arrêtes de surveiller le portable toutes les 3 minutes, des choses curieuses commencent à se passer. Il s'avère que tu avais du temps pour avancer sur ce projet que tu retardes depuis des mois, pour ranger ton espace, pour prendre soin de ton corps, pour apprendre quelque chose de nouveau. Ce qui avant partait en drames intérieurs, maintenant tu peux l'investir dans quelque chose qui donne des fruits. Tu es surpris à quel point tu peux arriver à être productif quand tu n'es pas attentif aux dernières en ligne de personnes. Pense à ton esprit comme à la mémoire d'un ordinateur. Si tu as 10 programmes émotionnels ouverts, l'inquiétude pour ce qu'il pense, pourquoi il ne répond pas, s'il a rencontré quelqu'un, s'il a dit quelque chose de bizarre, tout va lentement. Tu enlèves ça, tu fermes les onglets inutiles et soudain, le système vole. Cette personne continue pareil, confuse ou absente. Mais toi, tu n'es plus en pause. Tu commences à terminer des tâches, à planifier, à créer, et chaque petite chose faite te rappelle quelque chose d'important. La vie ne s'est pas terminée parce que quelqu'un a décidé de te laisser en vue. De plus, en changeant le focus, tu récupères une énergie que tu ne savais même pas que tu offrais. Ça épuise beaucoup plus d'imaginer des conversations que de les avoir. Ça use plus de demander pourquoi il fait ça 1000 fois dans ta tête que d'assumer « je ne sais pas, mais je sais ce que je vais faire moi ». Chaque fois que tu décides de lâcher un tour mental, tu récupères un peu de force. Cette force, si tu la rediriges vers toi, ça se remarque. Tu dors mieux, tu te concentres plus, tu as moins besoin de vérifier quoi que ce soit. La philosophie stoïcienne l'aurait très clair. Où va ton attention, va ta vie. Les stoïciens ne perdèrent pas la moitié de leur existence à essayer de contrôler le comportement d'autrui. Ils s'occupaient de ce qui était dans leurs mains. Tu peux faire quelque chose de similaire, que ta routine ne dépende pas de l'état émotionnel de personne. S'il s'approche, bien. S'il s'éloigne, ton agenda continue. S'il répond, parfait. Sinon, tu continues avec tes affaires. C'est presque provocateur comme tu peux être serein quand tu ne permets pas que chaque silence te fasse dérailler. Et ici se passe quelque chose de très intéressant. Ton estime de toi commence à changer quand tu arrêtes d'utiliser les autres comme miroir principal. Au lieu de te demander tout le temps « que pensera-t-il de moi ?», tu commences à mesurer ta journée par ce que toi tu as fait, ce que tu as avancé, ce dont tu as pris soin, ce que tu as décidé. Tu arrêtes de te sentir si petit parce que surprise, tu n'es plus tout le temps en train de te mettre au-dessous de personne. Quand tu commences à te fixer des objectifs, même s'ils sont petits, et à les accomplir, ton dialogue interne change de ton. Tu passes de « personne ne me choisit » à « je fais des choses pour moi ». Ce qui semble être une bêtise est un saut mental. Ta valeur cesse de dépendre autant de si quelqu'un apparaît ou s'évapore. Ce n'est pas que ça te soit égal, c'est que ça ne te définit plus. Et oui, autre conséquence inévitable, ta croissance dérange celui qui ne t'a pas valorisé en son temps. Parce que pendant que tu étais accroché à ces miettes d'attention, tout était sous contrôle. Il savait qu'en ignorant un peu, il t'aurait toujours attentif. Quand par contre tu commences à te concentrer sur ta vie, sur tes projets, sur ton amélioration, le jeu change.
Tu ne réagis plus pareil. Tu n'es plus disponible comme avant. Tu ne tournes plus autour de leurs allées et venues. Il n'est pas nécessaire que tu te venges de rien. Il suffit que tu continues à avancer, que tu prennes soin de toi, que tu t'améliores, que ton traitement envers toi monte de niveau. Celui qui ne t'a pas valorisé, tôt ou tard, se rend compte qu'il a perdu quelque chose qui a maintenant plus de force, plus de clarté et plus d'amour-propre qu'avant. Il peut revenir frapper à la porte, oui, mais tu ne lui ouvres plus depuis le besoin, mais depuis le choix. Et cette différence est abyssale. Si quelqu'un décide de t'ignorer ou de s'éloigner, toi tu décides quoi faire de ce vide. Tu peux le remplir d'anxiété, de théories, de nuits blanches, ou tu peux le remplir de toi, avec ton travail, tes habitudes, tes rêves, ton repos, ton envie d'être mieux. Une personne qui part n'a pas ta vie entière derrière. Parfois, le plus grand acte de dignité n'est pas de demander qu'ils restent, mais de profiter au maximum de l'espace qu'ils ont laissé. En te centrant sur toi pendant qu'on t'ignore, tu ne démontres pas que tu ne ressens rien. Tu démontres que tu ne penses pas arrêter de vivre pour personne. Il y a des silences qui font mal, mais ce sont les meilleurs réveils pour commencer à construire la vie que tu ne pensais pas mériter. Chapitre 11. Comment arrêter de poursuivre la validation émotionnelle? Il y a une addiction silencieuse dont presque personne ne parle, mais qui te détruit de l'intérieur. Aller dans la vie en demandant sans le dire « est-ce que je vaux ?» Dans chaque relation, chaque réponse, chaque silence, tu cherches des indices. Dans un « j'aime », dans un « comme je suis fier de toi », dans un « tu me manques ». Et quand rien de tout ça n'arrive, tu entres en chute libre. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'intérêt sain, c'est de la faim de validation émotionnelle. Et oui, on peut la lâcher, même si au début tu te sens comme si tu manquais d'air. Depuis petit, on t'a appris à te sentir bien quand quelqu'un te félicitait, t'approuvait, t'applaudissait. Personne ne t'a expliqué comment te regarder toi et te dire « tu as bien fait ça » sans attendre qu'un autre le confirme. Alors tu as grandi en dépendant de la note externe. Le partenaire qui te dit que tu es spécial, l'ami qui te cherche, le message qui arrive, l'attention que tu reçois. Quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, tu ne perds pas seulement la personne. Tu sens que tu perds la preuve que tu mérites quelque chose. C'est ici qu'il faut un changement radical, apprendre à valider tes propres réussites. Et je ne parle pas de te convertir en ton fan lourd, mais de reconnaître avec honnêteté ce que tu fais, ce que tu surmontes, ce que tu améliores. Tu finis un projet, tu accomplis un objectif, tu sors d'un creux, et au lieu de penser « voyons qui va le remarquer », tu t'arrêtes un moment et tu te le reconnais toi littéralement. Ce que j'ai fait, ce n'est pas rien. Ça semble absurde, mais ton cerveau a besoin d'entendre ta propre approbation, pas seulement celle d'autrui. Quand tu commences à pratiquer ça, quelque chose de curieux se passe. Tu arrêtes d'être si attentif à ce que les autres confirment ta valeur. Tu n'as plus besoin que chaque conversation se termine par un « tu es incroyable » pour ne pas t'effondrer. Tu apprécies les compliments, bien sûr, mais ils ne sont plus ton oxygène. S'ils arrivent, bien, sinon tu continues. Et ça se remarque énormément quand quelqu'un se distancie ou t'ignore. Ça fait mal, oui, mais ça ne te détruit pas l'identité. La philosophie stoïcienne peut être une alliée brutale ici. Les stoïciens étaient très clairs avec quelque chose. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Que quelqu'un te valide, t'admire ou t'applaudisse entre dans la catégorie hors de ton contrôle. En revanche, l'opinion que toi tu construis sur toi, ça c'est à toi. Si toute ton estime de toi se base sur ce qui vient de l'extérieur, tu vas vivre en mode montagne russe émotionnelle. Si tu commences à construire de l'intérieur, le terrain cesse de trembler chaque fois que quelqu'un te lâche la main. Et il y a un effet secondaire merveilleux. Tu deviens immanipulable. Quand quelqu'un détecte que tu as besoin d'être validé, il peut jouer avec toi comme il veut. Un petit peu d'attention, un peu d'indifférence, un compliment quand ça lui convient, un affront quand il sait que tu vas le poursuivre et te voilà piégé. En revanche, quand toi tu ne dépends plus autant de ces miettes émotionnelles, le jeu se brise. Ils peuvent essayer la même chose, mais tu ne réagis plus pareil. Avant, il te suffisait que cette personne disparue réapparaisse avec un « tu sais que je t'aime beaucoup » pour tout oublier. Maintenant, par contre, tu te demandes « est-ce que ça se voit dans ce qu'il fait avec moi ou seulement dans ce qu'il dit ?» Tu arrêtes de te vendre pour de belles phrases et tu commences à regarder les actes. C'est ça que fait quelqu'un qui n'est plus désespéré pour une petite tape dans le dos. Tu remarqueras aussi que quand ta validation principale vient de toi, tout ton environnement change de ton.
Tu n'acceptes pas si facilement des relations à moitié. Tu ne supportes pas autant le manque de respect, déguisé en blague. Tu ne restes pas autant dans des endroits où c'est toujours toi qui te rétrécis pour t'intégrer. Parce que soudain tu te sais valeureux, et ça se traduit en décision. Tu dis non avec plus de tranquillité. Tu t'éloignes avec moins de culpabilité. Tu choisis avec plus de calme. Comment on pratique ça au quotidien? Très simple, mais pas facile. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, aussi petit soit-il, arrête-toi et reconnais-le. Quand l'esprit te dit « personne ne voit ce que tu fais », réponds « oui, moi je le vois ». Si tu te surprends à attendre le message de quelqu'un comme si c'était un examen de ta valeur, rappelle-toi, ma valeur n'est pas dans cette notification. C'est inconfortable au début parce que tu es habitué à ce qu'un autre soit le miroir, mais plus tu le répètes, plus ça devient naturel. Arrêter de poursuivre la validation émotionnelle ne signifie pas te fermer aux autres, mais arrêter de mendier. Cela signifie que quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, tu ne sens plus que tout ton monde s'est écroulé. Oui, ça te fera mal, mais ça ne te définira pas. Et là, juste là, commence la véritable liberté. Quand ce que les autres font avec toi influence, mais ne dicte pas qui tu es. Quand tu apprends à te regarder avec respect, les gestes de l'extérieur cessent d'être des bouées de sauvetage et deviennent seulement des applaudissements extra. Chapitre 12. C'est toi qui décides qui mérite ton énergie. Il arrive un moment où tu te lasses, mais vraiment, pas des gens, mais d'aller en offrant ton énergie comme si tu avais une batterie infinie. Des messages auxquels on ne te répond pas, des plans qui se terminent toujours mal, des personnes qui apparaissent et disparaissent selon ce qui leur convient. Et toi là à mettre de l'envie, du temps et du cœur. Et quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, tu te demandes encore ce que tu pourrais faire de plus. Peut-être que la question n'est plus que donner de plus, mais à qui je le donne, parce que ça te plaise ou non. La réponse finale est toujours la même. C'est toi qui décides qui mérite ton énergie. La réalité est que tu as vécu longtemps à base de demi-vérités. Ce n'est pas si grave, au fond, il m'aime. Il passe juste par une mauvaise passe. Il changera. Ce genre de phrases sont parfaites pour prolonger des situations qui sentent mauvais depuis longtemps. Quand tu acceptes des excuses au lieu de faits, tu finis par rester dans des liens qui ne te soutiennent pas. Ils t'épuisent seulement. Arrêter de te livrer aux demi-vérités est brutalement inconfortable, mais c'est la seule façon de sortir de l'autotromperie. Tu commences à regarder ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais qu'il y ait. S'ils t'écrivent seulement quand ils s'ennuient, ce n'est pas de l'intérêt profond. Si c'est toujours toi qui insistes, ce n'est pas de l'équilibre. S'ils t'ignorent puis reviennent comme si de rien n'était, ce n'est pas de l'amour sain, c'est de l'habitude. Quand tu arrêtes d'embellir la réalité, tu commences à voir avec clarté où va ton énergie et pourquoi tu te sens si vide par moment. Là, entre un autre point clé. Ton temps n'est pas éternel ni renouvelable. Parfois, tu agis comme si tu avais des années en trop pour les gaspiller dans des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. Mais non, les jours que tu passes à réviser le portable, à attendre une réponse, à refaire des conversations dans ta tête ne reviennent pas. Chaque minute que tu investis dans quelqu'un qui ne prend pas soin de toi, c'est une minute que tu voles à quelque chose ou à quelqu'un qui pourrait le faire. Si tu le voyais comme de l'argent, tu le verrais plus clairement. Est-ce que tu investirais toutes tes économies dans un projet qui promet toujours et ne tient jamais, qui apparaît et disparaît, qui ne donne pas de résultats mais te demande plus? Eh bien, c'est ça que tu fais avec ton temps et ton énergie quand tu les mets au service de celui qui t'ignore ou te traite de temps en temps. La philosophie stoïcienne insistait précisément sur ceci. Rien n'est aussi précieux que sur quoi tu concentres ta vie. Et toi, tu la concentres souvent là où il n'y a que de la fumée. Le bon, c'est que tu peux commencer à faire quelque chose de différent, te permettre de fermer des cycles sans monter des films dramatiques. Personne ne t'exige que tu termines toutes les histoires avec des feux d'artifice, des discours épiques ou des guerres ouvertes. Parfois, fermer un cycle est aussi simple et aussi difficile que d'accepter que ça ne te convient plus de continuer là. Tu arrêtes d'écrire, de justifier, de poursuivre des conversations qui ne coulent plus. Il n'est pas nécessaire de haïr. Il suffit d'une décision interne, jusqu'ici. Fermer un cycle ne signifie pas que ça ne t'a pas importé. Cela signifie que tu as enfin compris que continuer à insister ne fait que t'éloigner de toi. Tu peux garder le bon, apprendre du mauvais, et malgré tout, partir sans faire de bruit. Les gens confondent beaucoup amour-propre avec froideur. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ta propre paix mentale. Et quand tu commences à choisir où tu mets ton énergie,
Tu te transformes. Tu passes d'être la personne qui supplie l'attention à être la personne qui se demande « cela m'apporte ou me retire ». Tu arrêtes de rester dans des endroits pour « au cas où un jour » et tu commences à rester seulement là où tu sens une réciprocité réelle. Ta présence cesse d'être un cadeau automatique. Celui qui veut compter sur toi devra être là aussi, pas seulement quand ça lui plaît. Tu te convertis en quelqu'un qui ne supplie pas, décide, qui ne reste pas à attendre éternellement qu'on lui réponde, mais qui comprend le message du silence, qui ne se contente pas d'être à moitié inclus dans la vie de quelqu'un, mais qui préfère être entier dans la sienne propre. Et ça, même si pour certains c'est dérangeant ou bizarre, au final ça attire des personnes qui savent valoriser ce que tu offres. Quand on t'ignore ou qu'on s'éloigne, c'est le moment clé pour appliquer tout cela. Tu n'as rien à démontrer. Tu n'as pas à te faire petit pour que l'autre se sente confortable. Tu n'as pas à rester à la porte de personne en attendant des miettes. Tu peux prendre note, repositionner cette personne dans ta vie et continuer à avancer sans vengeance, sans rancune, mais avec une clarté nouvelle. Ton énergie n'est pas un service public. La réponse finale n'est jamais dans le message qui n'arrive pas, dans l'appel qu'ils ne font pas, ou dans l'explication qu'ils ne te donnent pas. La réponse finale, c'est toi, en disant « jusque oui », jusqu'ici, non. Arrêter de te livrer aux demi-vérités, te rappeler que ton temps vaut de l'or, te permettre de fermer des étapes sans spectacle et apprendre à choisir au lieu de supplier. C'est la véritable façon de réagir quand on t'ignore, pas en poursuivant, mais en récupérant ta place. Quand tu décides qui mérite ton énergie, tu arrêtes de demander une place et tu commences enfin à occuper la tienne. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Celui qui t'ignore t'enseigne » ou tu ne dois plus regarder. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire dans le futur. Je te suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine aventure.